tout un livre, un livre de communication électronique numérique. Quand est-ce que c'est envahi par cette nouvelle? Jusqu'en 1921, mon père est né en 1890. Moi, lui, il était bien vieux, il avait 45 ans. Il a fait de la guerre 14-18 comme ambulancier volontaire. Et puis, etc. Bon, alors, mais mon père, qui avait donc étudié, il était pharmacien, il avait étudié les sciences, etc. Quand il a étudié, on savait à peine qu'on était dans une galaxie. Et on pensait que cette Voie lactée, qui comprenait, selon peut-être les estimations, quelques millions d'étoiles. Alors que tout à coup, on s'est dit, non, beaucoup plus que quelques millions, peut-être 100, plus que 100 millions. Oh, vas-y, 100 milliards. Ouais, peut-être, à peu près. On ne sait plus trop exactement, mais on s'en doute plus. Mais là, en 1900, je pense, 1920. Hey, telle étoile, c'est pas une étoile. C'est pas un soleil. Non, on dirait que... Non, c'est... Hey, on a des télescopes. Hey, wow! Nouvelle extraordinaire qui a paru presque dans aucun journal. Dans Le Devoir du Temps, j'ai eu Le Devoir, mais depuis ses débuts. On faisait une pile comme ça. Et on parlait beaucoup plus du chanoine Untel qui était allé à Rome en première page du Devoir, qui était le journal intellectuel. Je n'ai pas vérifié, mais entre 1919 et 1922, s'il y a un petit entrefilet disant notre galaxie n'est pas seule, il y en a une autre, aussi vaste. Ça serait beau, ce serait une recherche à faire. Juste pour le fun, ce serait une recherche extraordinaire, n'a jamais été faite. C'est tout un champ de recherche qui n'a jamais été fait. Comment les mauvaises nouvelles envahissent, comment les bonnes nouvelles meurent dans l'œuf. C'est fort. Parce qu'après une première, évidemment, on dit non, il y en a peut-être une deuxième qui est vaste aussi. Peut-être une espèce de galaxie, une petite galaxie de 1 millier d'étoiles, une petite affaire. Non, plus qu'un millier d'étoiles. Il y en a une troisième. Quatrième. Non, là, on est rendu à une bonne centaine. Qui d'entre vos parents ou vos grands-parents, même les scientifiques, ont vraiment vu l'évolution d'une galaxie à 100 milliards, probablement? Qui? Même les chimistes, même les biologistes ignoraient complètement, ou en entendaient parler par un de leurs professeurs qui lisait les papiers les plus dans les journaux, les revues les plus pointues. Puis là, on disait, hey, non, il y en a peut-être 1000, hey, wow, il y en a peut-être 2000, il y en a peut-être 6000, il y en a peut-être 100 000, il y en a peut-être 1 million, 10 millions, 100 millions, 100 milliards. On ne sait pas, peut-être c'est pas 100 milliards, 99 milliards. Vendu. Mais n'empêche. Wow. La même chose avec les exoplanètes. On en parle à peine, mais c'est bien important. On en découvrait une seule il y a 10 ans. Bien, ça c'est une merveilleuse histoire qu'il y aurait à écrire là-dessus. Les deux gars qui l'avaient découvert, qui avaient reçu des applaudissements incroyables de la société scientifique, à un congrès, un an plus tard, ils s'aperçoivent que là, c'était une erreur. Ils avaient mal basé leur affaire, ils sont obligés de revenir au congrès, puis là, on les applaudit, bravo. Ils disent, non, excusez-nous. L'an passé, on s'est trompé. Ils avaient des larmes aux yeux, évidemment, les deux gars. On s'est trompé. Ils ont été applaudis pour être venus puis dire on s'est trompé. Là, il y en a un autre 6 mois plus tard qui dit moi, je me trompe pas. C'est l'oscillation, puis là, on peut la mesurer avec les ordinateurs. On peut la mesurer, l'oscillation de l'étoile, d'un 100 millième de millimètre vu d'ici. Mais pourquoi
pourquoi elle va comme ça, puis ensuite elle va comme ça, ensuite elle retourne comme ça. C'est qu'il y a un corps qui tourne autour. Donc, ça, et puis là, 2, 3, 4, 5, on s'est rendu jusqu'à une centaine. Puis là, la NASA, avec, c'est-tu Hubble, je ne sais pas, si c'est avec Hubble, il y a peut-être quelqu'un qui le sait ici. La NASA, tu sais, bang, dit non. Il y en a 1000 qu'on vient de découvrir d'une seule shot. Et donc plusieurs, c'est là que c'est intéressant, donc plusieurs sont juste à la bonne distance de l'étoile pour que peut-être la vie soit ou sera sur cette planète. Tabarnouche! Là encore, au moins les 3 premières pages de la presse, les 3 premières pages du Devoir devraient être consacrées à ça. Buffett, qui connaît Buffett? Ouais. Parmi vous? Parce que vos profs, là, c'est pas de jeu, ça. Ils trichent, eux autres. Qui connaît Buffett? Qui connaît le CERN? Eh bien, Buffett et le CERN, ce sont, d'après moi, 2 d'entre les plus grandes nouvelles, aussi grandes que la révolution égyptienne en ce moment, qui est peut-être la première. C'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est absolument inouï. Mais Buffett et le CERN, c'est aussi immense que ça comme nouvelle. Warren Buffett, c'est un milliardaire, c'est un des hommes, des 4 ou 5 personnes les plus riches. Avec Moubarak, là, on vient de découvrir, Moubarak est peut-être le 2e plus riche au monde. C'est un riche à milliards de milliards, pas de milliards, mais arrêtons-nous à 75 milliards à peu près, ou je ne sais pas quoi. Il a pris, il y a 3 ans, 40 milliards de sa fortune. Alors, il a donné 1 ou 2 milliards, je ne me souviens plus, à chacun de ses enfants pour leur fondation philanthropique. Mais il en a pris 40 milliards. Les enfants devaient être en maudit, j'imagine. Hey, papa, Chris, donne-nous l'argent. Nous autres, on a des fondations, etc. C'est efficace. Mais non. Bill Gates, qu'il connaissait à peine, mais il suivait. Ça, c'est un verra, ça, Bill Gates. Ça, c'est un tabarnak. Tout à coup, Bill et Melissa, ils ont une fondation, puis Bill Gates, il laisse toutes ses affaires. Et il ne s'occupe que de la fondation. Wow! Ça veut dire, si Bill Gates ne s'occupe de... L'argent va vraiment aller, il y a des coups de pied dans le derrière qui vont se donner, l'argent va aller là où ça fait mal. Je dis, prends mon 40 milliards, puis je le donne à Bill Gates. Puis je ne veux pas rien savoir. Je vous fais confiance, Melissa puis Bill. 40 milliards de dollars US. Jamais dans l'histoire de l'humanité, même par les saints les plus riches de toutes les religions, ne s'est donné une fortune pareille à la philanthropie. On peut dire ce qu'on veut de la philanthropie. Ça sera toujours gris, ça sera jamais pur. Il n'y a rien de pur dans la vie. Vous n'êtes pas pur, il n'y a personne qui est pur. C'est alors. Mais ça, c'est incroyable. Eh bien, j'avais ma famille, j'ai 4 gars, ils ont 4 femmes, 4 belles filles, donc des enfants, mais les enfants, ils sont trop petits. Mes 4 belles filles, mes 4 gars, c'est des gens allumés. En tabarnouche, très intelligents. Leur père, leur mère leur a donné quelque chose. Et alors, on était en train de manger, je leur demande, j'ai dit, hey, Warren Buffett, ça vous dit-tu quelque chose? Puis ça, c'était un bon mois et demi ou 2 mois après que j'ai su ça. Puis là, il y en a une seule qui a dit, oui, je pense que j'ai lu dans la presse, il y avait un petit article dessus, en première page de la presse catholique. Extraordinaire, c'est ça. La presse n'en a pas reparlé le lendemain, ni le surlendemain. Mais si quelqu'un, par exemple, vole 10 000 $, là, on en parle pendant 6 jours. Si quelqu'un prend 40 milliards et le donne, c'est une bonne nouvelle. Ça n'intéresse personne, donc. Le CERN, 42 kilomètres sous la Terre, pour essayer de
d'attraper des particules qu'on ne peut jamais analyser. D'infimes particules, comme par exemple la nouvelle qui est sortie il y a 3 mois, qui n'a pas fait première page nulle part, mais qui est infiniment importante, surtout à une époque où on a besoin de recherche sur la technologie pour nous dépanner un petit peu dans la Terre étant un petit peu en péril, hein, je veux dire, sur le plan énergétique, puis toute l'affaire. Comment est-ce que ça va continuer? On peut rêver, oui, on va tous devenir verts, puis etc. Voyons donc, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait jamais comme ça. Ça se fait toujours très lentement. Ça se fait toujours avec toutes sortes de tractations économiques, toutes sortes de... Donc, on a besoin, technologiquement aussi, d'avancer. On a besoin de comprendre un petit peu. On a besoin de comprendre comment on peut renverser la vapeur, comment, etc., etc. Parce que tout le monde ne deviendra pas... pauvre volontairement et vivant très très petitement, sans auto, sans rien, puis avec un cheval, puis une soirée, bien sûr, du jour au lendemain. Alors donc, il ne faut pas rêver en couleur. Et donc, les problèmes énergétiques sont déjà technologiques. La façon de fabriquer du pétrole, n'importe quoi. C'est quoi ça? L'éolienne en est une preuve. Hein. Il y a beaucoup de recherches qui commencent à évoluer, l'éolienne, depuis 15 ans. Hein. Eh bien, ils ont isolé. Parce qu'à 42 km, ils peuvent accélérer les particules à tel point. Et ils ont, je ne sais plus, quelques milliers, je pense, de points de photo avec des appareils. Peut-être, mettons, imaginons, je dis n'importe quoi, je ne connais rien en science, rien. Je ne retiens jamais les chiffres. Mais ça m'épate tout le temps. Je suis un enthousiaste du microscope et du télescope. Pour moi, c'est plus extraordinairement poétique, plus extraordinairement émouvant, et ça me met dans une extase telle que toutes les œuvres de Shakespeare, qui est mon poète préféré, n'arrivent pas à me mettre à cet état-là. Le télescope, le microscope. Alors, dans ce 42 km-là, ils accélèrent des particules, ils les photographient, peut-être à 100 endroits ou 200 endroits, avec 100 ou 200 appareils photographiques extraordinairement subtils, et ils sont arrivés à isoler des particules, si on peut appeler ça des particules, d'antimatière, 12, pendant 1/6 de seconde, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait et qui nous plonge, parce qu'on savait que l'antimatière, depuis Einstein, qu'il avait mathématiquement prédit, il y a de l'antimatière ça n'a pas de bon sens. La masse de l'univers, ça ne marche pas pantoute, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, il avait prédit la lumière. Et Einstein. Et puis, ouais, il y avait l'antimatière. Là, on les isolait assez pour les analyser. Parce que 1/6 de seconde, vous savez, ces particules-là fonctionnent à la... Mon Dieu, bien tout petit, une nanoseconde. Vous savez ce que c'est qu'une nanoseconde? La nanoseconde, êtes-vous bien là? Bracez-vous, comme on disait. On employait beaucoup de mots anglais. On a employé beaucoup encore, j'en emploie encore. Ce qui vient à l'esprit, naturellement, c'est toujours assez valable. Alors, bracez-vous, tenez-vous bien à vos sièges. La nanoseconde est à la seconde, ce que la seconde est au temps écoulé depuis le Big Bang. La nanoseconde est à la seconde, ce que la seconde est au temps écoulé depuis le Big Bang. Dans un ordinateur, il y a, mes nouvelles là-dessus datent de 3 ou 4 ans, à Sherbrooke, il y en avait 4 dans le monde, d'aussi puissants ou de cette sorte-là. Ils parvenaient à aller jusqu'à 1/10 de nanoseconde, à pouvoir mesurer le temps jusqu'à 1/10 d'une nanoseconde, et à pouvoir analyser certains corps, certaines composantes de l'atome dans leur ordinateur, à Sherbrooke. Of all places, je veux dire, tu t'attendrais à dire, oh oui, c'est à Los Angeles ou à Shanghai, ou... Non, à Sherbrooke. Hein? Et alors, donc
va aller assez vite dans vos questions. OK? Je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce travail-là. C'était le désir, j'ai demandé ça d'ailleurs ailleurs, à d'autres gens que je vais rencontrer pendant les 3 jours, parce que ça stimule tout le temps d'avoir à poser des questions. Il faut les choisir, il faut se demander. Oui, non, j'en ai 13 à poser. Oui, mais dans les 13, laquelle? Là, ben, je ne peux pas en poser 13. Bon, chacun va en poser 13. On va avoir une liste de questions, on met ça par terre, puis je vais... Non, il faut... oh. Alors, êtes-vous satisfait du traitement de l'information culturelle par les médias québécois? Savez-vous, je m'en vais vous dire franchement, quand j'entends une interview de qui que ce soit, ou à peu près, pas de qui que ce soit vraiment, peut-être si Vigneault est interviewé, mais il l'est souvent, peut-être va porter attention. Peut-être si, mon Dieu, si Daniel Auteuil, par exemple, que je ne connais pas du tout, je ne connais pas qu'est-ce qu'il pense, puis rien, j'ai jamais entendu en interview, peut-être va porter attention. Depardieu, pas du tout, jamais, ben non, pas entendu, tout ça va faire. Et la plupart des créateurs québécois, je les connais, ou alors ils sont très jeunes, ils essayent des affaires, mais je suis pas dans le vent, moi. Je suis vraiment pas dans le vent pendant tout, je suis même pas dans la brise. Et je m'en réjouis de ne pas l'être. Par exemple, je n'ai pas d'ordinateur. Et je suis un admirateur de ce nouveau monde qui naît. Je disais il y a 15 ans, ça. Et ça commençait à peine de dire les ordinateurs, ils ont commencé vraiment à être efficaces il y a une 15-20 ans à peu près. Puis efficace à côté de ce que c'est rendu maintenant. C'est une joie de voir tout ça, ce monde nouveau. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est nouveau, ce monde-là. Et que ça va transformer non seulement nos idées sociales, on le voit bien, et politiques, là, l'Égypte, la Tunisie, mais c'est rien, ça. C'est rien du tout. Ça va transformer toutes nos façons de faire les sciences. Ça les a déjà transformées. Sans ordinateur, ce dont je viens de parler, les cerfs et tout ça, les 12 particules d'antimatière, c'était même pas imaginable en 1935, l'année de ma naissance, 10 ans avant la fin de la guerre. Parce que la guerre, pour les gens de mon âge, c'est évidemment la Deuxième Guerre mondiale. Pas les petites guerres qu'il y a eu après, il y avait juste quelques centaines de milliers de morts, puis 1 million de blessés, ça ne rien. Ah non, c'est les deux grosses catastrophes. Or, l'Europe. Y a-t-il quelqu'un qui a pensé de faire un grand papier à propos de l'Europe, de faire une demi-heure d'Internet à propos de l'Europe, de faire des affaires incroyables à propos de l'Europe, d'étudier ça jusque dans ses profondeurs? Est-ce que, par exemple, l'Europe avait raison? Est-ce que les gens de gauche et d'extrême gauche et les gens de droite et d'extrême droite avaient raison de s'unir pour empêcher la Constitution européenne de se signer? Il y a 4 ans, où j'ai sacré, je me suis engueulé avec mes chums de gauche, puis de droite, puis etc. Parce qu'il faut en avoir les deux bords, hein. Si vous voulez vraiment comprendre toute la patente, il faut vraiment en avoir les deux bords. Eh bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est stimulé par l'idée d'Europe? Mais moi, j'étais à Paris en 1955, c'était 10 ans après la guerre. Et alors que De Gaulle a commencé à faire à inviter Adenauer, par exemple, Adenauer qui était le chancelier de l'Allemagne, il était invité en France. Il était sûr de se faire blaster par De Gaulle, qui était son ennemi, qui s'était battu, qui avait fait grâce à lui, Churchill, puis Roosevelt, évidemment. Eh bien non, pas en tout. De Gaulle l'invite chez lui à colomber les deux églises. Le traite comme un chancelier, comme un président d'un pays. Adenauer n'en revenait pas. Et finalement, il y a eu le pacte de l'acier, il y a eu tout ça. Finalement, l'idée de l'Europe qui était née, je veux dire, il y a, oh mon Dieu, monnaie. Si je vous parle, par exemple, une autre affaire. Une autre affaire. On entend dire que le monde contemporain, à un moment donné, Bazot, qui est formidable, que j'écoutais de temps en temps quand elle était à la radio, dit, on a trouvé, ils ont fait une enquête, ils ont trouvé que
la définition du monde contemporain, c'est ego.com. Elle était toute contente, en effet, elle dit, ah, moi, c'est une bonne idée, ça. Contente d'avoir trouvé ça. Puis là, je me suis mis à réfléchir. Voyons donc. À quand remontait la première ONG? Là, je me suis mis à réfléchir que, mais en 1800, jamais les adversaires qui se mouraient sur les champs de bataille, jamais n'étaient vus par des médecins, n'étaient récupérés, n'étaient soignés. On les laissait mourir. Hein? On récupérait les nôtres, on soignait les nôtres, pas ceux de l'adversaire. Et il y avait des millions dans toutes les guerres, il y a eu des millions et des millions et des millions de gens d'abord qui sont morts dans les villes qu'on assiégeait, on entrait dans la ville, violait tout le monde, prenait tous les jeunes garçons pour en faire des esclaves, etc., les mettait en haut sur la ligne de feu, comme on disait, il n'y avait pas de feu avant parce que c'était juste des lampes, des flèches, mais c'était rien, on les mettait sur la ligne, c'était eux autres qui se faisaient tuer les premiers. Bon, c'était comme ça que ça marchait. Et tout à coup, il y a eu une personne qui s'est rendue sur un champ de bataille par hasard, je pense. Il était écrivain. Et il se rend, il dit, c'est épouvantable, il entend crier des soldats. Maman! Maman! Pendant 3 jours, nuit et jour, le même cri, jusqu'à ce qu'il... Il dit, ça n'a pas de bon sens. Il revient en France, il écrit quelque chose. Et puis, un groupe de dames de la haute qui n'avaient pas grand-chose à faire parce qu'à ce moment-là, les dames n'étaient pas des dames comme maintenant. C'était des dames comme maintenant, mais on ne les acceptait pas comme des dames de maintenant. Alors, une fois que la dame avait beaucoup de gens pour s'occuper de toutes les petites affaires, elle ne faisait plus de la cuisine parce qu'il y avait une cuisinière. Bon, après, on s'attendait à ce qu'elle reste tranquille, puis les hommes discutaient au salon, fumaient le cigare, puis ils parlaient des grandes affaires, puis ils ne faisaient rien. Alors, il y a des femmes françaises qui avaient quelque chose dans le ventre, puis dans la tête, en maudit, puis qui disaient, ça n'a pas de bon sens, c'est comme ça, on va faire quelque chose de notre temps et de nos histoires. Et elles sont allées sur les champs de bataille, elles ont fondé l'Association des dames françaises. Ça, c'était le début de la première ONG, la Croix-Rouge. Les gens qui vous disent que le monde contemporain est un monde tout à fait égoïste, demandez-leur donc juste, mais c'est qui celui qui a fondé la première ONG, puisque t'aimes ça le monde, tu l'aimes le monde, ben c'est qui? La première, il y en a 20 000, je pense maintenant. Il y en a tellement d'ONG qu'elles se nuisent les unes aux autres en Haïti. Imaginez-vous. On est obligé maintenant d'écrire qu'elles se nuisent tellement il y en a qui veulent toutes faire un peu de bien, mais évidemment, bon, pour ramener les affaires à pour que leur ONG prenne de la place, de plus en plus d'argent, etc. Mais alors, ça serait qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas les professeurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le nom de celui qui a créé la Croix-Rouge? Dunant. Henri Dunant, qui était un écrivain que personne ne connaissait. Et personne ne sait ça. Vous demanderez quand vous entrerez à Radio-Canada, quand vous irez travailler ailleurs, juste pour le fun, vous demandez ça quand il y a des gens qui commencent à s'énerver. Surtout, j'aime ça de demander ça à des gens d'extrême gauche là, qui voudraient que tout aille bien, que tout soit sociologiquement merveilleux et confortable, que tous les petits, ceux qui n'ont pas à manger, aient à manger, etc. C'est qui celui qui a... La première fois qu'on a commencé par le bas de l'échelle de ce côté-là? Il y en a d'autres qui ont commencé par des révolutions. Bon, OK, puis oui. Ça, j'étais à Moscou en 1951. C'est ça? J'avais 20 ans. Oh, 35, 45, 55! Staline venait de mourir. Ah, regarde, j'ai eu bien des chums qui sont allés en prison. En institut psychiatrique, comme on dit. Je vous en parle. Alors, vos questions.
À quoi correspond pour vous une critique? Alors là, on ne peut pas répondre à la première, je ne sais pas. Je ne connais pas le traitement qui est fait vraiment. J'entends jamais d'interview, j'entends jamais. Ce que j'écoute, je vais vous le dire franchement, ce que j'écoute, c'est surtout le point enquête. Alors, Alain Gravel, avec ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. J'ai dit, il y a un an encore, il venait de faire la première émission sur les gens de la construction. Je lui dis, hey, t'as pas peur de te faire tuer? Ben, il dit, ma femme me trouve un peu, qu'est-ce que c'est qu'il m'a dit? Pas inconscient. Ma femme me dit des fois que je suis un peu inconscient. Je dis, non, maman. Mais je dis, rien, t'es trop hot, ils peuvent plus te tuer là, maintenant. Là. Et de plus en plus, ben oui, ils n'osent pas parce que ça fait un tel remous. Hein? Mais vous dites qu'il y en a plusieurs, il ne faudrait pas leur laisser la chance de le rencontrer aux Bahamas dans un petit motel perdu. Ah, d'accord. Alors oui, les émissions Frontline. Est-ce qu'il y en a qui écoutent Frontline? Est-ce que vous parlez anglais? Est-ce qu'il y en a? Si, il y en a certainement plusieurs qui parlent anglais. Alors, parlez anglais le plus vite possible, évidemment. Bon, je ne dis ça pas pour que le Québec devienne anglais, c'est pas ça. Il fasse partie du Canada le plus longtemps possible. C'est pas ça, pas en tout dans mon esprit. C'est pas comme ça que ça s'écrit. Mais l'histoire s'écrit comme elle veut. Hein. Elle se fout des opinions des gens. Mais apprenez l'anglais. Évidemment, ça c'est très important. Et écoutez Frontline. L'affaire de Enron, je me souviendrai toujours, ça m'a marqué pour la vie. Si je faisais un journaliste, ça fait tant, pardon, je ferais déjà quelque chose, toute une émission, ou tout un papier, ou tout, comment vous appelez ça? J'ouvrirais un web qui s'intitulerait « À propos de Frontline ». Puis écrivez-moi, puis je vais vous répondre. Parce que c'est extraordinaire, c'est une émission fantastique. Alors, Enron, l'homme le plus riche des États-Unis. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Je ne me souviens même plus comment il s'appelle maintenant. Il est en prison, je crois. Hein? Alors, il est là, devant une personne comme vous. L'importance que vous pouvez avoir. Vous n'en avez aucune espèce d'idée de votre importance. Choyez-la et essayez d'être à la hauteur. C'est pas facile. Devant le gars qui est là pour Frontline et qui l'interviewe. Et il dit, vous êtes invité souvent à la Maison-Blanche. Vous connaissez bien M. Bush? Oh, non, je connais M. le Président, oui, comme ça, on s'est rencontrés déjà. Non, vous le connaissez mieux que ça. Vous avez été invité à manger avec lui à la maison. Bon, non, jamais. Ah, nous avons. Est-ce que ça, c'est votre signature en bas de la lettre? Oh, yes. Hein? Ah, mais ça dit bien que vous êtes invité à manger ou vous le remerciez, je ne me souviens plus, d'un repas à la Maison-Blanche. Oh, well, yes. Alors, mais parlez-moi donc de ce rapport que vous avez. Parce que Enron, évidemment qu'il y avait eu des contrats d'énergie, puis etc., d'électricité, puis toute l'affaire, à cause de ces... qu'il connaissait bien la Maison-Blanche, n'est-ce pas, puis qu'on lui donnait des affaires, puis c'est comme ça que ça a fait... C'est devenu tellement gros que... ça a pété. Alors, ça a fourré tout le monde. Et alors, il dit, parlez-nous-en donc. Alors, le gars de Frontline, l'homme le plus puissant des États-Unis à cette époque-là, hein, à part le président, dit, listen, off the record, I'll tell you that... Là, le gars de Frontline dit, no, Mr. Scholes, at Frontline, there is no off the record. You are on the air. Et là, tu as le gars le plus puissant des États-Unis qui fait ce qu'on appelle un sourire jaune. Je me souviendrai de ce moment-là, ça c'est. Et Frontline fait des affaires comme ça, un peu comme Enquête Le Point. Il y a toutes sortes d'émissions. Ça, je regarde ça. Nova, les émissions, évidemment, comme ce que je vous ai dit au début, vous savez que je regarde Nova. C'est PBS, évidemment, c'est PBS. Parce que il n'y a pas de conversion. Et puis, Nova, il n'y a personne peut-être. C'est certainement pas Fox News qui montre ça.
Alors, instruisez-vous un petit peu. Là, à la télévision américaine, regardez-la attentivement. L'évolution de CNN, par exemple, est quelque chose d'absolument étonnant. Moi, je n'écoute pas souvent CNN, mais je le connaissais juste un peu assez pour savoir que CNN n'était absolument pas républicain. Alors qu'on croyait que CNN était tout à fait contre Obama, puis tout ça, pas en tout. CNN, c'était la bête noire des républicains et était pro-démocrate. Là, il commence, ça fait bizarre en ce moment. Sauf qu'ils sont allés, même en Égypte, là, un des gars qui s'est fait casser la gueule, là, ils sont allés dans le... Ils font... C'est merveilleux, ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent être journalistes pour aller dans le trouble? Des journalistes de trouble. Ah oui, ah oui. Ah oui. Hey, comme Jean-François Lépine, c'est incroyable. Il était en Égypte, là, puis il parle. Hey! Oh, et puis les femmes d'aller en Égypte, c'était évidemment beaucoup plus risqué que les hommes. Et d'être étranger, déjà, ça se faisait... surtout par les gens qui étaient pro-Moubarak. Les jeux politiques, les jeux de la propagande. La propagande! Ah, c'est-tu important, ça fait... Ah, oui, votre premier devoir, ça serait de faire sur la notion, qu'est-ce que c'est la notion de propagande? Où est-ce que ça a joué dans l'histoire du monde? De quelle manière ça joue en ce moment? C'est quoi la subtilité de la propagande? Quand c'est fait par des génies comme Goebbels, et tabarnouche, ça peut aller très loin. C'est fort, c'est fort. Si on avait été en Allemagne, du temps de Hitler, peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre nous, moi avec ma naïveté certainement, on aurait été pris dans un système qui nous aurait vanté les valeurs d'Adolphe. Puis on aurait dit, ben c'est vrai, parce qu'il y avait des valeurs d'ordre, de justice, dans la petite main. Et on aurait marché. Puis plus on aurait travaillé fort, plus on aurait été juste, plus on aurait été intelligent, plus on aurait mis toutes nos énergies au service d'eux, plus on aurait nui à l'humanité. Ça, c'est quelque chose. J'ai connu ça, j'ai connu de très bons communistes qui étaient rentrés dans le système, qui travaillaient fort, des gens formidables. Chris, une fois que tout ça est fini, tu te dis, mais plus ils étaient extraordinaires, plus ils nuisaient. Plus ils nuisaient à tous les autres. Mon paradoxe. Bon, à quoi correspond pour vous une critique bien faite? Sur quels critères devrait-elle se baser pour estimer le travail de création? Mais je dirais d'abord et avant tout, ici. Comme dans la vie. Dans la vie, ce qui te frappe ici, c'est-à-dire subtilement, la façon dont tu te sens face à ton chum, face à ta chum, la façon dont tu te sens face à tes parents, face à tes frères, sœurs, ta parenté, face à l'endroit où tu habites, le quartier où tu habites, face à la couleur sur ton mur. C'est très important. C'est à se pencher sur. C'est à écouter, d'avoir une oreille qui... Il y a un guide dans la façon dont tu te sens. Et ce guide-là, qui fait d'ailleurs marcher tout le reste aussi, hein, qui fait en ce moment, qui vous fait digérer votre petit déjeuner. Alors que vous m'écoutez, qui me fait digérer mon croissant, mon petit café, j'ai pris juste une petite affaire avant de partir. Ça digère. Le foie travaille en ce moment, les reins, puis toute l'affaire, tout ça travaille, le sang, on va aller voir, tout ça en même temps. Puis je pense à aucun mot que je vous dis. Vous en rendez bien compte. Depuis tout à l'heure, c'est vite comme... Mais ouais, je pense pas parce que je dis, ça se met
en rapport, on a tous appris à parler et à marcher sans même qu'on s'en rende compte, sans qu'on en soit conscient. C'était, c'est, comment est-ce que vous vous sentez face à votre métier de journaliste, avec les premiers sujets sur lesquels vous épanchez par l'ordinateur ou des fois en écriture ou à la télévision. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, il y a votre boss qui vous dit « Hey, j'aimerais bien que tu couvres tel aspect. » Oui, mais si c'est pas tout à fait ça, essayez de lui suggérer, soyez fin dans votre façon, mais c'est parce qu'il y a un autre aspect peut-être que j'aimerais développer. Et puis, regardez, c'est parce qu'à un instant, ah non, j'ai travaillé mon affaire. Regardez, telle affaire. Ah, ben, si vous ne savez pas tout ça comme ça, ok. Parce que, puis là, vous avez quelque chose qui vous passionne. La même chose. Ça vous intéresse-tu, ce que vous voyez dans une pièce de théâtre, dans un film, ou non? D'abord et avant tout. Après, vous pouvez commencer à réfléchir. Après, vous pouvez réfléchir même jusqu'aux petites affaires. Il a une mauvaise diction, tout ça. Mais c'est de la périphérie. Le centre, c'est tout le temps. C'est un peu comme la mère et l'enfant, le père et l'enfant. C'est l'amour. Le reste, c'est toute la périphérie. Techniquement, ça peut être très important, par exemple. Bien sûr, si vous donnez de l'arsenic à un enfant, même si vous l'aimez, il va mourir. Quel impact peut avoir sur les artistes une critique négative de leur travail de création? Sentent-ils le besoin de s'ajuster, d'apporter des correctifs? Alors ça, j'ai juste une aventure qui m'est arrivée. Jean Baudin et moi, je ne suis pas... vous savez, les informations, des fois, elles sont un petit peu tout croche. Par exemple, j'ai lu que j'étais monteur. Je ne suis pas monteur. Et je n'ai jamais réalisé de film non plus. Ça vient de Marcel H. Sabourin. Non, Marcel G. Sabourin. Marcel H, c'est moi! Henri! Marcel Henri, c'est moi! Oh, non, lui, il s'appelait Marcel G. J'ai jamais porté ça, Marcel H, c'est ça. Et lui, c'était Marcel G. Sabourin. Et un jour, Grimaldi dit dans le Devoir ou la presse, je ne sais pas, que j'étais décédé. Et ça, c'est il y a à peu près 20 ans. Et alors, je lui ai téléphoné, j'ai dit, je t'appelle d'outre-tombe. Francine, je ne suis pas mort pantoute. Et puis, c'était Marcel G. qui était décédé. Elle s'en est excusée le lendemain. J'ai eu un beau papier. Alors, mais ça continue. Dans le Wikipédia ou dans des affaires de même, il y a encore des affaires, on essaie de les enlever, mais non, ça continue. Monteur, mais je n'ai jamais monté, non. Quel merveilleux métier que monteur. En tout cas, alors je suis scénariste, par exemple, et avec Jean Baudin, on avait tous les deux écrit un film qui est J.A. Martin photographe. J.A. Martin photographe sort à Montréal, et le critique du Devoir dit J.A. Martin photographe, ce n'est qu'une copie d'un film australien qui était avec un acteur d'Hollywood, je ne me souviens plus exactement lequel, qui a été fait en Australie et qui est tout à fait insipide. Marcel Sabourin et Monique Mercure sont égales à eux-mêmes, c'est-à-dire à rien du tout. C'est de la platitude, ils ont copié, ça n'est pas intéressant. Jean Baudin, vous ne le connaissez pas, mais Jean Baudin, c'est un réalisateur de films dans tout ce que ça a de solide. C'est des gens qui ont des épaules larges comme ça, qui prennent tout et le budget et servir de Jewish Mother aussi pour les pauvres artistes qui des fois ont besoin d'être flattés, qu'on leur dise oui, t'es belle, t'es beau, oui, ah ouais, non, ça va bien. Et puis qui traitent toutes les autres affaires entre les deux pôles. Jean Baudin m'appelle, il était fracassé, découragé. Il dit, écoute Marcel, on a travaillé 2 ans là-dessus. On travaillait à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, chez les bénédictins. Et on avait des ennemis parce qu'on sacrait, c'était effrayant, on était en dessous. En tout cas, on travaillait de nuit, souvent. Et pendant 2 ans, on avait travaillé ce film-là. C'était tout en douceur, c'était toutes des petites affaires. Et ça venait aussi de notre vie personnelle. C'était pour nos femmes. Et là, il dit, je pense que je ne fais plus de film. Chez ça. Il dit, c'était
effrayant d'être démoli comme ça. C'est peut-être bien mauvais, ce qu'on a fait. Mais j'ai dit, voyons, hein, c'est bon. Je dis, à l'ONF, quand on l'a montré, il y a des gars en qui on a confiance, des filles qui sont formidables, qui nous ont dit, hey, c'est bon, votre affaire. Moi, on dit que c'est bon. Hein. Et ensuite, il y avait Luc Perrault, je pense, je me souviens plus quel, mais c'était pas très fort. Des chums que j'avais rencontrés, que je ne nommerai pas, parce qu'il y en a un qui était un merveilleux, qui est décédé maintenant, a dit, les rencontres à la pharmacie, et puis ils me disent, des gens qui j'avais une grande confiance, qui étaient de grands amis, ils me disent, hey, c'était pas fort votre affaire, hein? C'était pas fort votre affaire. C'était des gens de gauche qui auraient aimé que ce soit socialement très... Alors que nous autres, c'était doux, c'était tout à fait en dehors des mouvements qui se faisaient à ce moment-là, qui étaient assez bruyants et assez mouvementés, le Québec, à cette époque-là. Nous autres, c'était complètement en dehors de ça. Nous autres, c'était les relations entre une femme et un homme. On ne savait pas, on venait de faire un film féministe. Jamais le mot féminisme ne nous avait effleuré ni l'esprit, ni la bouche. On n'avait jamais parlé de ça en écrivant cette affaire-là. Et alors, il dit, c'était pas ton affaire. Le film s'en va à Cannes. On gagne le prix écuménique. Monique Mercure gagne le premier prix d'interprétation. Altman, je ne sais pas si vous connaissez Altman, qui est un cinéaste américain très, très important, qui est décédé depuis 4 ans, je pense, qui a fait 25 films, dont 14 se sont rendus, ont fait le tour du monde. Eh bien, dit, moi, quand je viens faire mon film avec Paul Newman, eh bien, je veux un directeur photo, c'est Mignot, celui qui a fait la direction de photo dans J.A. Martin Photographe, qui est un film que j'adore, et etc. Et Mignot est allé travailler pour Altman, et il a travaillé pour 7 films pour Altman, puis son assistant directeur photo a travaillé pour le reste des films. Mignot est revenu parce qu'il avait trop mal au dos, puis il a fait des films ici, il a fait des films maintenant ici encore. Alors, c'est pour vous montrer l'importance d'une seule mauvaise critique, même chez un gars très solide, comme Baudin. Un gars qui en a vu d'autres, qui est capable, c'est un gars qui peut être assez violent aussi. Et là, celle-là, c'est comme un coup de masse en plein fond. Alors, c'est une critique négative, je me souviens. Moi-même, on avait dit, et ça, c'est le frère d'un bonhomme, d'un psychiatre, qui est devenu un de mes grands amis après, qui, toujours dans le devoir, je ne sais pas pourquoi, à 25 ans de distance, ou 30 ans de distance, qui avait fait une critique. J'avais monté des Jacques Ferron. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Jacques Ferron, c'est un écrivain québécois, et que je connaissais, j'ai monté ses premières œuvres. Et là, j'étais metteur en scène. Ça n'a pas duré très, très longtemps, parce que j'avais aucun talent. Mais c'était pas si mal pantoute. Et il m'avait blasté, il m'avait dit, jamais ce jeune homme ne devrait faire de théâtre, etc., etc., etc. Alors, je rappelais ça à ton frère, c'est ça, mais ça marque en tabarnou. Alors, je lis plus. Je lis pas les critiques. Maintenant. Parce que je me suis rendu compte aussi qu'il était rare que, par exemple, comme scénariste, il y a un aspect dont vous avez besoin tout le temps comme scénariste. C'est qu'on vous parle de métier. La scénarisation, comme le théâtre, comme être acteur, c'est de la menuiserie. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des métiers. Dans le métier, on appelle ça un métier. D'ailleurs, beaucoup de théâtre s'appellent des ateliers, dans toutes les langues du monde. On appelle ça un atelier. L'atelier le plus important dans le théâtre contemporain, c'est-à-dire le théâtre contemporain, qui pour moi remonte à partir de 1915 jusqu'à maintenant, ça a été l'atelier de Charles Dulin, que personne d'entre vous connaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Charles Dulin? Non? Alors, ça a été un des créateurs du mouvement du cartel qui, en France, a fait exploser le théâtre et a eu des répercussions dans le théâtre mondial. Hein? Alors, dans le cartel, il y avait 4 noms que vous ne connaissez pas. Louis Jouvet, peut-être que quelqu'un le connaisse, il a fait beaucoup de films, il a fait donc plusieurs films qui sont des classiques du cinéma, mais il était un acteur de théâtre, un metteur en scène, un directeur de théâtre, Charles Dunin, et puis Georges Pitoyef et Gaston Batty, des noms complètement inconnus, même en France, des gens qui font du théâtre. Ils ne connaissent pas ça. Ils ont été bien importants, ça aussi. Hein?
les gloires du moment. Oh, oh mon Dieu! Hey, regardez un peu les gloires d'il y a 20 ans. Il n'y a personne qui est encore connu maintenant, ou à peu près. Une ou deux personnes, ou ceux qui vivent très, très vieilles, comme Janine Citeau, elle, c'est extraordinaire, parce que là, ça commence, on dit, Janine, arrête-toi, que ça n'a pas de bon sens. 82, ou Gilles Vigneault. Et Gilles Vigneault, là, c'est le talent aussi, là, c'est un talent absolument unique. Et s'il n'avait pas joué le rôle symbolique qu'il a joué ici, ben même tout son talent, toute sa grandeur ne serait pas suffisante à faire en sorte que les gens, en l'an 2035, 50, se souviennent qu'il y a eu un Gilles Vigneault. Mais à cause de l'importance symbolique qu'il a eue, alors, d'après moi, en 2050, comment ça? 2100. Oh là 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 là. 2100. Oh. Jefferson, beaucoup de gens le connaissent. Hein? Jefferson, ça a été un de ceux qui a participé à la Révolution américaine, qui a mis la démocratie. C'est pour ça qu'on l'a, là. La Révolution française est venue après. Hein? Qui a rédigé d'entre les plus grands textes de la langue anglaise, qui est un écrivain absolument remarquable, qui a été président des États-Unis, qui est un bonhomme absolument extraordinaire, qui serait tout surpris quand là, on est en quoi? Là, on est en 2010, 2011, 2012, en 2011. Parce qu'à un moment donné, ça ne peut rien dire, en 2010, 2011, ça serait... Il serait tout surpris de savoir qu'on ne le connaît pas. Hey, Jefferson, regardez ça dans votre Wikipédia, puis vous en avez pour 500 ou 600 pages à peu près. Alors, avez-vous déjà constaté l'impact de relations de proximité dans le travail des chroniqueurs culturels? Il y a deux sortes, hein. Il y a les critiques, les chroniqueurs culturels. Grimaldi, ben, tout le monde, c'est simple, évidemment. Bazot, elle connaissait tout le monde aussi, mais ce ne sont pas des critiques. Grimaldi, elle ne fait jamais de mauvaises critiques, c'est rare. Si elle dit d'un spectacle, ah bien, j'ai trouvé ça un peu long. Allez-y pas, que c'est ce qu'elle dit pendant les petits ans. Parce que je pense que c'est rarissime qu'elle dise ça. Alors, mais donc, c'est pas une critique. Puis je suis sûr que je dirais ça devant elle, bien sûr. Je dirais pas ça parce que je la connais bien. Je dirais jamais ça. Derrière. Faut pas dire en arrière. Alors, c'est un métier. Oui, ça, c'est une des premières affaires que je dis aux acteurs. Que ce qui se passe dans le cours ne doit pas sortir. Ce qui se passe sur un plateau, en répétition, ne doit pas sortir. La même chose à la télévision, la même chose au cinéma, bien sûr. Parce que les acteurs, c'est une gang de paranoïaques. On s'offre. Imagine-toi, on offre sa personne, à du monde. C'est épouvantable. C'est effrayant. Il y en a qui tremblent comme une feuille juste d'avoir un mot à dire en public. Parce que c'est ta personne. Si le monde n'aime pas ça, quand tu vends des pommes, c'est des pommes. Tu ne te vends pas toi. Nous autres, on se vend soi-même. C'est épouvantable. C'est de la proteste. Il y a une côté putain un peu. Les grandes actrices ont souvent été des grandes putains dans les temps passés. C'est assez merveilleux. Les grands acteurs outils. Hein? Alors, mais c'est un drôle de métier. C'est un bizarre métier. Non? Qu'est-ce que je disais, là? Alors, oui, commission de... Alors, ceux qui sont des critiques et qui te blastent une fois de temps en temps, en général, ce ne sont pas des amis d'acteurs ou d'actrices, en tout cas, pas beaucoup. Disons, d'un petit nombre restreint. Parce que les autres, ou bien ils ne sont pas des bons critiques. S'ils sont des bons critiques, ben, il faut qu'il y ait des fois qu'ils disent, ben non, ça ne m'a pas intéressé. Mais c'est tout ce que je peux dire. Un critique, il peut dire, ensuite, il peut dire, peut-être parce que, et alors, oui, c'est à ça que je voulais en venir, c'est que un métier, le métier de scénariste, quand je lisais les critiques de scénario, de films, presque jamais on parlait du métier. Presque jamais on disait, tiens, c'est curieux ça.
il y a deux personnages principaux, par exemple. Deux personnages principaux, c'est extrêmement difficile à traiter. Dans Roméo et Juliette, par exemple, vous en avez un, c'est Roméo, qui fait partir toute l'affaire. Si vous l'enlevez, il n'y a plus de pièces. On commence d'ailleurs par Roméo qui se rend au bal de Juliette. Et pourtant, là, c'est... Hein, parce que Juliette, c'est fort en maudit comme rôle. Et en général, très rarement, il y a deux personnages principaux. Il y en a toujours un seul et qui est un vecteur d'action. Alors là, on touche au journalisme. Parce que le journalisme, c'est d'abord et avant tout d'attirer l'attention. C'est d'abord et avant tout de dire « Hey, hey, hey! » Il s'agit de vous autres, les lecteurs, les écouteurs, il s'agit de vous autres. Je m'en vais vous montrer cette affaire-là qui mérite attention. Et si vous n'avez pas ces instruments ou ce sens-là, de dire « Hey! Vous autres! » Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas des autres. Il s'agit de votre intérêt, que vous compreniez bien ce dont je vais vous parler. Je ne suis que la courroie de transmission entre une vérité que je crois qui va vous passionner, qui, moi, en tout cas, m'intéresse beaucoup, sinon je ne créerai pas l'article, et que je vais vous transmettre pour que vous évoluiez dans votre humanité, dans vos idées, dans vos émotions, dans vos relations avec les autres. C'est la même chose en journalisme. Est-ce qu'il y a des gens qui, en journalisme, vont critiquer votre travail en rapport avec ces simples affaires, ces simples outils? L'important, c'est ça, c'est de développer des outils. Or, les critiques en cinéma parlaient tout le temps de... Alors là, c'était la mode à cette époque-là. C'était tout le temps en rapport avec la sociologie, en rapport avec le monde contemporain, en rapport avec tout ça. Mais toi, tu as écrit un scénario, il y a des personnages là-dedans qui doivent avoir l'air vivants, véridiques, en qui on doit croire. Tu as toutes sortes d'autres problèmes. Ça se peut que ton scénario soit à propos du monde contemporain, j'espère. Et ça se peut que sociologiquement, il y a un sens, j'espère, là encore. Mais les events qui fait que c'est une bonne vue ou pas une bonne vue, c'est quoi? Tout ci, que vous n'avez pas vu, mais que je vous encourage à voir, c'est une maudite bonne comédie avec Dustin Hoffman. Et une vue, c'est fait au couteau, comme un meuble fait par le plus grand ébéniste que vous connaissiez. Ça ne l'empêche pas d'avoir une grande portée sociale. Ici, on ne parle que de la portée sociale de Tutsi, qui est en fait la découverte de la femme et de l'amour en devenant soi-même gars, une femme. Tutsi se change en femme. Pour une raison ou pour une autre. C'est un acteur. Pour avoir un rôle où il est en maudit, etc. Et il se change, il joue avec une femme. Tout le monde le croit. Tout à coup, il devient une grosse vedette comme femme. C'est un gars, puis il est en amour avec la fille qui joue, avec qui il joue d'ailleurs, et la fille pense que c'est une lesbienne, alors il y a toutes sortes de complications extraordinaires qui viennent de ça. Mais c'est d'abord la découverte de la femme par un homme en jouant le rôle d'une femme. Eh bien, si vous ne dites pas que c'est fait, comment c'est fait? Comment est-ce qu'on s'y prend pour le faire accepter? Par exemple, il y a une scène extraordinaire, tu ne dis jamais Dustin Hoffman, il n'était pas particulièrement avec des traits féminins, jamais on va le croire qu'il est une femme. Or, tout à coup, vous avez un plan de Dustin Hoffman qui marche dans la foule à New York, puis on voit c'est pas stagé, c'est pas rien. Il vient, il y a 800 personnes qui l'entourent, qui marchent avec toutes les autos et tout ça. Et c'est de loin, c'est une foule. Puis la caméra s'avance, puis on le voit qui marche. Il n'y a personne à côté qui s'en occupe, il n'y a personne qui le regarde d'une drôle de façon, il n'y a personne. Tout le monde accepte ça, que Dustin Hoffman soit une femme. Alors, c'est tous ces petits... c'est le métier, la façon, et jamais les critiques, ou presque jamais,
il ne se penche là-dessus. C'est ça qui nous aiderait, nous autres, les scénaristes. C'est ça qui aiderait un acteur, qu'on lui dise il parle trop fort à tel moment. Pourquoi est-ce que ne pourrait-il pas dire ça plutôt à voix feutrée? Ça aurait peut-être une plus grande importance, étant donné que les mots là, etc. Mais en même temps, on ne leur demande pas d'être des acteurs et d'être des scénaristes. Hein? On leur demande d'être des critiques. C'est très difficile. La job de critique, c'est très difficile. Il y a une chose qui est un peu hors nature, contre nature là-dedans. C'est que le spectacle est fait pour faire rire, émouvoir, pour faire passer une bonne soirée, si possible intellectuellement riche, et quand c'est Molière et Shakespeare, même avec les plus mauvais comédiens, c'est toujours riche à tous les niveaux de la personnalité. Et le critique s'y rend par job. Il s'y rend par devoir. Il va faire sa job. C'est merveilleux de faire sa job. J'ai un grand respect pour les gens de métier. J'en fais un moi-même, j'en fais plusieurs. Mais d'aller à une soirée qui est de fête pour faire son travail, il y a comme une contradiction. Il y a un paradoxe. C'est pour ça qu'il est très difficile d'être un bon critique ou une bonne critique. Alors pensez-y à 2 fois avant de prendre ce travail-là. Connaissez bien votre affaire, connaissez bien le théâtre, connaissez bien, et connaissez-vous vous-même aussi pour voir comment vous réagissez. Aujourd'hui, la même chose. Aujourd'hui, la même chose. Oui, bon, on va finir ça tout de suite. Il est quelle heure, là, d'ailleurs? Normalement, je sors mon réveil matin. Attendez une minute. Il y a une horloge, là, bon. Puis on finit dans une demi-heure. J'ai juste une demi-heure. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tellement d'affaires à vous dire, puis déjà, vous êtes fatigué. Baillez et étirez-vous. Parce que là, vous êtes fatigué. Je vous entends pas. Ça fait combien de temps, là? Ça fait 1h30 que je parle. C'est 1h30? Non, 1 heure. On a commencé à 10h30. Bon, je pense que ça va pas de bon sens. Soyez par terre. Non, il faut bailler et s'étirer dans la vie. Avant, si vous rencontrez un patron, si vous rencontrez, alors un premier rendez-vous d'amour, rencontrer son patron de première fois, c'est pas nécessairement un premier rendez-vous. En tout cas, si vous... juste avant, je dis à mes étudiants en informatique, dans des cours de rien pantoute, je leur dis, d'abord et avant tout, allez à la toilette et pendant 3 minutes d'horloge, vous mettez votre montre à 3 minutes, ou votre iPod, n'importe quoi, puis vous étirez, puis vous baillez. Jusqu'à ça, comme ça. Avant un rendez-vous chez le médecin. Je garantis en 3 minutes d'horloge, 25% de moins de tension. C'est pas pire. Pas mal. Hein? C'est pas aussi bon qu'un activant. Si vous prenez tout un activant, alors, vous êtes acteur, scénariste, professeur, réalisateur, monteur, on enlève ça. Dans quel domaine avez-vous commencé? Comment arrivez-vous à cumuler ces fonctions? Ben non, je ne pourrais pas. Monteur, réalisateur, en plus des autres affaires, je ne pourrais pas. En plus, père de famille, wow. Grand-papa, wow. Comment arrivez-vous à cumuler ces fonctions et que signifie pour vous la notion de polyvalence? Ben, ça signifie quelque chose. J'ai écrit un scénario que Jacques Godbout avait réalisé. D'ailleurs, il l'avait écrit un petit peu aussi. Il avait participé à la scénarisation. C'est Robert Ravel. C'est le premier rôle de Robert Ravel, ça ne vous dit rien maintenant, mais Robert Ravel était un bonhomme qui était un immense ami. Et il me manque dans tous les sens, un gars, puis comme il grossissait en vieillissant, puis il n'a pas qu'on le dise d'ailleurs. Alors il est parti de la LNI, que vous connaissez, hein, c'est lui qui a eu l'idée de ça. C'est un très grand joueur de LNI. Eh bien, il y avait des troupes de Johnny. C'est sur une chanson on avait pris une chanson de Charles Bois en dessous, comme thème musical. Et c'était justement un gars de Johnny, il ne pouvait pas se décider. Alors la polyvalence, pour moi, c'est très bénéfique, parce que je n'aurais pas pu vivre sans ça. Et en même temps, c'est ce qui a fait que je ne suis pas un très bon acteur, vraiment, à mes yeux. Je ne suis pas un très bon scénariste, à mes yeux. Je ne suis pas un bon dans quoi que ce soit.
même grand-papa. Je ne suis pas particulièrement doué pour les petits-enfants. Je m'en occupe, évidemment, je les adore. Ça, c'est pas mais, autrement dit, on disait un jack of all trades quand j'étais jeune, parce que surtout les Canadiens français, c'était, en général, ça venait des habitants. C'était pas, ma grand-mère ne savait pas écrire. Alors, c'était pas très, très instruit. Alors, ça faisait tous les métiers. Et alors, ça ne connaissait jamais un métier profondément. Ben, c'est la même chose pour moi. Je ne connais pas autant les métiers que je fais aussi profondément que j'aurais aimé, que j'aimerais les connaître. Et je trouve que c'est une erreur que je ne pouvais pas ne pas faire. Parce que ça correspond à mon tempérament. J'aime ça, regarder la vie sous toutes sortes de facettes. J'aime ça, sortir des sentiers battus. J'ai été le premier à sacrer à la télévision, par exemple, à une époque où ils mettaient des bip-bip. Alors, et moi, je venais d'une famille très pauvre, et puis par un cousin, je m'étais trouvé à faire mon cours classique chez les Jésuites. Et je me rendais compte que je ne parlais plus du tout après mon cours classique, puis ensuite faisant des cours de théâtre. Alors, c'était des Français qui nous enseignaient, et alors il fallait bien parler. Il y avait le Bon Parler Français, une fondation très importante, et on voyait, etc. Je me suis aperçu que, par exemple, pour dire briquet, il fallait que j'y pense 3 fois. Et encore maintenant, à 76 ans, pour dire briquet, il faut que j'y pense. Parce que le premier mot qui me vient, c'est lighter. Et ce qu'il y a d'important dans la vie, ce n'est pas un parler juste et aussi beau que celui de La Bruyère de Pascal de Beuve-Méry, qui était un éditorialiste du monde. Beuve-Méry, si vous voulez voir une belle prose des années 50, Beuve-Méry, B-E-U-V-E, trait d'union, Méry, M-E-R-Y, un grand éditorialiste au monde, en France. En tout cas, la prose, j'adore ça, j'adore la langue française, Racine est mon poète préféré, etc., etc., etc. Mais, toujours ce qui compte et ceux qui paraîtront à la télévision, soyez vous-même. Toujours ce qui compte, ce sont les relations entre la parole, les gestes et ce qui se passe en dedans. Ce qui se passe là, ce qui se passe là, ce qui vient dans les gestes, dans les pieds, jusqu'au bout des orteils. Ça, c'est bien important pour quelqu'un qui parle à d'autres gens. Et il faut que ce soit fluent, fluently, comme disent les Anglais. Hein? Et c'est bien. Alors, quand vous vous reprenez mentalement, que vous vous reprenez sur chaque mot que vous dites, je n'ai pas bien construit ma phrase, j'ai oublié la négation, j'ai pas bien construit ma phrase. Là, je lui ai dit, je n'ai pas bien, je l'ai bien faite, parce que je suis bien entraîné, j'ai été bien dressé. Hein? Eh bien, quand vous vous arrêtez comme ça, d'un millième de seconde, ça fait une façon un peu compassée de se présenter aux autres. Et les gens n'aiment pas. Ils aiment la compassion, mais ils n'aiment pas qu'on soit compassé, parce que ça ne veut pas dire pas toute la même chose. C'est-à-dire qu'on soit comme gainé. Anciennement, les femmes se gainaient, n'est-ce pas? Vous voyez ça dans Mad Men, je ne sais pas si vous voyez Mad Men. Alors, moi, je me loue évidemment des séries, je ne les écoute pas à mesure, ça va avec des publicités. Je suis incapable, insupportable. Même pour le hockey que j'ai. Ah, le hockey, j'écoute! Ben oui, excusez-moi, mesdames, je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez? J'aime bien le hockey, parce que je crois que le hockey est et ça aussi, il y a eu peu de choses qui ont été dites là-dessus. Que les sports d'équipe, c'est très, très, très important pour apprendre à vivre en commun, parce que dans une chambre de hockey, c'est pour ça que ça fait les boys, ça fait des émissions dans l'an 50, mais tous les sports d'équipe, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'un quartier, à l'intérieur d'une petite ville. Et quand ça va mal dans les petites villes, et quand il y a de la corruption, il y a la même corruption à l'intérieur d'une famille, il y a la même corruption à l'intérieur d'une chambre de hockey. Il y a des gars qui essayent d'avoir que le gérant ou que le coach soit plus... Ça s'appelle de la corruption, ça aussi. Hein? Alors, c'est bien important de hockey. Une pomme pourrie, par exemple, dans la chambre, c'est fini. Ça pourrit tout ton panier. Hein?
Alors, c'est pour ça que des fois, vous voyez des changements, on sent quelqu'un dehors, pourquoi dans un club, même parce que les coachs, ils savent ce qui se passe, et puis ce gars-là, c'est une mauvaise influence pour tout le monde. Hein? Encore. Alors, si on avait un bon club. Ah, mon Dieu. La dernière Coupe cette année, j'étais avec Robert Mirabel, justement. Ça fait ouais, 76 ans, je crois, la dernière Coupe cette année. Et on était là, mais lui, il prenait toujours pour l'autre club. Il prenait pour Boston, c'est Boston son club préféré. Et alors, on était là, le monde en liesse. Évidemment, jamais le Canadien aurait pu gagner cette coupe-là sans une. Ils ont gagné ça là, c'est un bel exemple de courage aussi. La fameuse émission qui est en DVD maintenant, ce que j'ai vu à mon vidéoclub récemment, la fameuse émission où le Canadien perdait, je pense, c'est 6-0, quelque chose comme ça. Ça a été la remontée la plus grande, je pense, de toute l'histoire de la Ligue nationale, en tout cas de l'histoire du Canada, du Canadien. Du Canada. C'est bon, Pierre Curzi serait content. Alors, de l'histoire du Canadien, c'est la plus grande. Et alors, je ne l'avais pas vu. Mon fils, Thomas, l'avait enregistré. Il dit, hey, papa, t'as-tu vu le match hier? J'ai dit non. Hey, vous voyez, t'as-tu vu la game hier? C'est la game qui nous venait de bon. Mais vous autres, c'est plus votre problème. Hein? C'est un problème de ma génération. Mais on s'en est-tu fait avec ça? Il y en a-tu qui ont été gainés? En tout cas, madement, hein? On était parti de ça. Puis là, on est rendu au hockey. Alors, Thomas me dit, il dit, je l'ai enregistré. Il me la passe. Et je regarde ça. Je commence à regarder. Et là, je vois un but pour l'autre équipe. 2 buts pour l'autre équipe. 3 buts pour l'autre équipe. 4 buts pour l'autre équipe. 5 buts pour l'autre équipe. Je pense que c'est 6. 6 buts pour l'autre équipe. Là, j'ai dit, ces gars-là, les gars du Canadien, ils ne savent pas qu'ils vont gagner la game après. Ils ne savent pas que ça va finir 7-6. Eux autres, là, ils ont 6 buts contre eux autres, puis ça n'a jamais été fait. Puis tout à coup, c'est 6-2. Et tout le temps, je me dis, eux autres, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. C'est un des... Alors ça, la planète dans laquelle nous vivons et qui est profondément déprimée d'être battue 6-0. Sachez qu'il n'y a rien qui peut abattre l'être humain. Que même les glaciations les pires n'ont pas abattu les Inuits, qui ont tout de même traversé. Vous en avez peut-être du sang Inuit, certains d'entre vous. Moi, j'ai du sang amérindien, en tout cas. Peut-être pas Inuit, c'est bon. Mais probablement qu'il y en a qui ont du sang Inuit parmi vous. Vos ancêtres sont passés dans des millénaires, ou peut-être, mettons 700 ans, c'est beaucoup, à n'avoir que de l'eau, pas de bois. Oh, une belle histoire à propos de ça. Un gars qui travaillait sur un film, il avait épousé une Inuit, et puis son père, à elle, était là-bas, vivait quasiment dans un igloo. C'est pas, non, c'est une petite cabane, mais c'est tout. Et puis, il y avait un cancer, il ne pouvait pas être soigné là-bas. Il vient chez mon chum pour être soigné à Notre-Dame. Et puis, mon chum a une petite cour, puis il y a une arbre. Le matin, il retrouve son beau-père dehors, devant l'arbre. Alors, il va, il sort, il dit, « Hey, beau-père! » Et il voit cet Inuit qui était un mastodonte, un gars énorme. Il le voit. Qu'est-ce que vous avez, beau-père? C'est la première fois que j'en vois, hein. J'avais jamais vu ça sauf dans les photographies, je le vois en vrai. Un arbre. Il n'était jamais sorti du Grand Nord. Il n'y a pas d'arbre. Tu as de l'os, tu as de l'huile, tu as de la peau de phoque ou de baleine, tu as de l'eau, tu as de la glace. That is it. Arrange-toi avec ça. Puis il fait frais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, l'être humain a développé de la graisse, a développé toutes sortes de manières, a développé une façon extraordinaire de manipuler l'os, de manipuler la pierre, de manipuler, etc. La pierre, d'ailleurs, il y en a pas. Il y en a pas. Très peu, très, très
Alors donc, cette planète qui est... En plus, la planète, elle, ça, il faut écrire là-dessus! C'est effrayant! C'est la première fois dans l'histoire du monde. Hey, attendez une minute, là. Ça vaut... Hey, on est encore en 20 minutes. Attendez une minute, on va revenir là-dessus. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut devenir comédien? Je pense que vous avez compris. Quel moment vous avez le plus marqué dans votre carrière? Ben, vous l'avez compris aussi. Non, non, il n'y a pas juste ce moment-là. Il y a aussi, avec J.A. Martin, photographe, et Il ne faut pas mourir pour ça, qui était le premier film que je faisais, le troisième film que je faisais, mais je n'avais rien à faire dans les autres. Alors que là, j'avais le premier rôle. C'était le premier film de Jean-Pierre Lefebvre, qui est un cinéaste, qui fait toujours des films maintenant, et qui était fait avec des comédiens professionnels. Oh, il fait ça avec, ça aussi, une affaire de courage. Il a de l'argent d'un héritage, 30 000 $, mais ça, fait son premier film. Il n'y avait plus une scène après. C'était à fond perdu, complètement. Il n'y avait personne dans le cinéma, de toute manière, pour voir le cinéma québécois. Bien sûr, on faisait une espèce d'inventaire. Quand vous regardez les films anciens, québécois sont plates comme la mort la plupart du temps, on faisait un inventaire de ce qu'on était. Parce que Radio-Canada, la télévision, la fiction à Radio-Canada, c'était pas ça n'allait pas dans le détail de notre vie quotidienne, c'était toujours fait en studio. Il n'y avait pas de location. Au cinéma, il y avait de location. En tout cas, ça, c'est toute une autre histoire. Alors, Jean-Pierre Lefebvre, on fait ce film-là, ça gagne le premier prix au festival ici. C'était Jean Renoir, un cinéaste très important. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'était très important. Ça a été le professeur de Steven Spielberg, entre autres, et l'auteur de La Grande Illusion, qui est un des grands films de tous les temps. Et c'est Jean Renoir qui était le directeur du jury. Et puis ensuite, ça s'en va en France, au festival de hier, ça gagne le premier prix, etc. Bon, ça a été une merveille pour moi. Il ne faut pas mourir pour ça. Et ensuite, J.A. Martin photographe, dont je parlais, puis d'aller à Cannes, puis d'être Sophia Loren, t'es juste à côté. C'est un roman, c'est bon, un conte de fées. OK. Ensuite, c'est ça, c'est tout, ça veut dire. Bon. La planète! On ne dira jamais assez, jamais assez, que pour la première fois dans l'histoire du monde, il y a eu depuis 400 000 ans, là, les anthropologues disent maintenant, là, Homo sapiens a rencontré le Néandertal, là, il y a 400 000 ans, là, il y a des affaires qu'on ne s'explique pas. Pendant 100 000 ans, l'homme de Néandertal a vécu sur un même site parce qu'on n'a plus à cause des strates. C'est extraordinaire, ça aussi. Toutes les sciences sont en explosion. C'est inouï. Toutes ces sciences-là sont nées il y a 100 ans, 150 ans, 200 ans, à peine. Dans une histoire de millénaires, en dégâts. Et puis, que pendant 100 000 ans, les Néandertals n'ont pas évolué. Ils avaient les mêmes rituels pour enterrer leurs morts. Ils avaient les mêmes... C'est bizarre, ça. C'est un grand mystère pour les anthropologues, maintenant. C'est tout nouveau, d'ailleurs. C'est un site où il y avait, par hasard, des strates qui s'étendaient sur 100 000 ans, puis où des gens avaient vécu dans une caverne à cet endroit-là, puis ils avaient fait tout le rituel, puis etc. Bon. Alors, ça fait 400 000 ans que l'être humain existe et qu'il invente des rituels pour sa vie, pour son accouplement, pour l'élevage de ses enfants, pour la mort, pour enrichir les chamans et les prêtres, et qu'il invente aussi des dieux. Il y en a des millions de dieux de toutes religions qui ne sont pas venus ou qui ne nous sont pas parvenus, qui sont mortes dans l'œuf, des fois seulement après 300 ou 400 ans, ou après 1, 2, 3 000 ans. Tel Dieu, bon, n'a duré que 2, 3 000 ans. Alors, ça s'était foiré, on ne se souvient même pas de son nom. Et si vous prenez tous les dieux, alors là, de l'Égypte, sur 4 ou 5 000 ans d'Égypte, en tout, ça dure encore maintenant, hein? Si vous prenez les dieux de la Grèce antique, il y en avait toute une tonne de dieux qui ressemblaient un petit peu à ceux de la Grèce antique, qui étaient de la Rome antique. Et les dieux de toutes les religions, la religion indienne, dans les religions indiennes, les religions de l'Inde actuellement, il y a des dieux, en voulez-vous, de toutes sortes, il y a toutes sortes de fractionnements. Déjà, je pense qu'aux États-Unis, il y a 10 000 religions chrétiennes. Comme fractionnage, là, c'est quelque chose. Hein?
Et que tous ces rituels-là, tous ces dieux-là, incluant toutes les philosophies, comme par exemple Aristote, Platon, etc., jusqu'à Spinoza, jusqu'aux dernières, des philosophes les plus jusqu'à Jean-Paul Sartre, Albert Camus, qui, quand ils ont écrit leurs affaires, il y avait un tas de choses, on ne savait pas ce que c'était que le génome humain. Le génome humain, qui en a vraiment assez parlé? Mais que ça change tout, c'est en train de tout changer l'histoire, justement en anthropologie, avec le génome, avec l'ADN. Hein? Pour la première fois dans l'histoire du monde, on peut et doit, oui. Non, c'est correct, excusez. Ah bon? On peut et doit. Vous vouliez vous étirer parce que je comprends, j'avais besoin de t'étirer un peu. Là, il reste encore 12 minutes. Je ne vous laisserai pas partir avant, pas une minute avant la fin. Non, vous pouvez partir n'importe quand, si vous êtes tanné, vite, voyons. Mais sinon, je vais vous retenir là. Je vais en retenir au moins 2 jusqu'à la fin. Pour la première fois dans l'histoire, on peut et peut-être doit remettre absolument tout en question à la lumière de ce qu'on vient de découvrir sur l'origine. Avez-vous déjà pensé à ça? Sans doute, beaucoup, plusieurs fois. Mais tout de même, c'est intéressant que si une heure, même peut-être une journée, avant que votre papa et votre maman fassent l'amour et vous conçoivent, l'un des deux, si l'un des deux avait reçu un téléphone disant « Allô Charles? Hey, j'ai pas le temps de te parler, parce que dans une heure, là, oui. Bon, OK, bye-bye. » Juste ça. Ou une petite gorgée de café. Peut-être qu'en une heure, étant donné l'infiniment petit de ce qui nous fait, en une heure, ça se serait rendu jusqu'à l'ovule ou au spermatozoïde, c'est le gars qui apprend la petite gorge. Et il y en a, c'est 340 millions de spermatozoïdes qui partent pour se rendre à l'ovule. On est dans l'infiniment petit, dans 3 millilitres. Ça, c'est des graines de pain. C'est étonnant, ça, les graines de chêne. Il y a tout un chêne dedans. Là-dedans, il y a 50 bioca. Vous pouvez en acheter un. 50 milliards de bactéries. Dans chacune des bactéries, il y a des milliards d'atomes. Chacune des 50 milliards de bactéries. C'est de ça dont on est fait. On est fait de ça. Votre poil est fait, regardez votre poil sur votre gros orteil, il est fait de ça. Et il n'y a rien qui peut l'empêcher de pousser. C'est pour ça qu'on est fort. C'est cette force-là inouïe, incroyable, ce miracle incroyable qu'on est. Pour ça que la planète a beau être déprimée, mais il faut que j'y dise à la planète, Christ, déprime-toi pas. Voyons, crache-toi dans les mains. Puis on va remonter ça. Comme je parlais de ça à Mme Tremblay hier, et puis je disais, c'est quoi le mont le plus haut dans le coin, puis elle me dit, c'est le mont Édouard. Bon, ben le mont Édouard, c'est rien. On va prendre le mont Édouard, puis on va le lever. Si on a un petit peu de courage, le courage du Canadien pour monter 7 à 6, puis le courage comme tout le monde qu'on lui va au pain, vos mains. Parce qu'il faut se rendre, il faut dire au monde qu'ils sont faits de miracles, de quelque chose qu'on ne sait pas. Les particules élémentaires à l'intérieur de l'atome, on ne sait pas ce que c'est. C'est le Dieu, dans presque toutes les religions, on dit de Dieu qu'il est inconcevable, innommable, qu'on ne peut le comparer à rien, qu'on ne peut pas lui trouver d'adjectif, dont il n'est le contraire. Il est tout, il est rien. Il est éternel, il est strictement tellement temporel qu'il n'existe quasiment que dans l'instant, etc., etc., etc. Eh bien, c'est de ça dont on est fait.
Et la science contemporaine, n'importe. Le grand ami de l'être humain, ça devient de plus en plus le microscope et le télescope. Parce qu'avec ça, on peut examiner comment tout ça s'est fait. Et c'est tout récent, ça date de Galilée. Si vous prenez Galilée, Darwin, Freud, Einstein, le génome, puis j'en oublie, et puis le numérique maintenant. Mais à chaque fois, c'est une révolution et ça ne date que de 400 ans. C'est tout neuf, c'est récent. Puis on ne se rend pas compte que tout ce qui a été pensé avant Darwin et avant même Galilée est à remettre en question. Parce qu'avant, pour la bonne et simple raison, qu'on ne savait pas du tout comment était fait un enfant, on ne savait pas du tout comment on était fait, on ne savait même pas, j'en ai oublié un, Pasteur, on ne savait pas pantoute que c'était des bébites dont on était presque constitué, qu'on a, et puis à ça, l'ADN, là, ils s'en sont rendus jusqu'à pouvoir, si je fais ça là, comme ça avec ma main, je laisse assez d'ADN maintenant, avec la façon raffinée qu'ils ont et pointue, ils peuvent aller chercher mon ADN, probablement que dans une heure, il n'en reste plus, mais ils peuvent aller chercher mon ADN là, parce que j'ai laissé beaucoup de cellules, bien évidemment, 50 milliards de bactéries. Une bactérie, c'est fait d'une cellule. Alors, une cellule. Alors, des centaines de milliards d'atomes. Ça a tout de bon sens. C'est extraordinaire. Et on est fait de ça. Alors, de dire ça au monde, c'est le fun. De réexaminer tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on croyait, tout ce sur quoi on réfléchissait. Il ne faut plus réfléchir de la même manière. Vous êtes de la gang qui va révolutionner le monde. Le monde, quand on dit, je me suis engueulé, je m'engueule avec mes anciens de chambre de collège, mes condisciples. À chaque convaincant, à chaque fois qu'on se voit, chaque année, on se voit les anciens du Sainte-Marie. Eh mon Dieu! Alors, et je m'engueule avec les gens de mon âge, parce que, et ça depuis 20 ans, parce que ils disent, les jeunes parlent mal. Les jeunes pensent mal. Le string. Si. Regardez aussi ce qu'ils font. Mais regardez la vitalité à côté de nous autres. Moi, et je peux le dire, parce que depuis l'âge de 24 ans, chaque année, j'ai enseigné. Alors, depuis l'âge de 24 ans, j'ai vu les générations. D'abord, c'était des gens qui étaient plus âgés que moi, souvent. Mais ensuite, j'ai vu les générations affluer à l'École nationale de théâtre ou à d'autres endroits où j'enseignais. Et à chaque fois, c'était de plus en plus merveilleux, jusque dans les années à peu près 80. Mais ça a été comme ça, jusqu'aux années 80. À partir de 55 à peu près, jusqu'aux années 80. C'était vraiment comme ça. Là, ça a comme plafonné. Maintenant, à cause du numérique, là, vous vous en allez dans des bords, tous les côtés, qu'on ne sait pas ce que c'est. Les linguistes qui sont intelligents se disent, mais attention, nous assistons avec le texto à la naissance d'une nouvelle langue. Elle est pauvre, elle a beaucoup de défauts, elle est ci, elle est ça. OK. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les linguistes peuvent se pencher en tant que scientifiques et examiner quel réseau ça prend dans le cerveau pour inventer une nouvelle langue. C'est même formidable. C'est rien, on n'a rien vu encore. Votre numérique de maintenant, c'est acheté. Vous le savez, vous êtes obligé de l'acheter à la poubelle à tous les 6 mois, ou à peu près. Ça s'en va à des vitesses. C'est une merveille. Eh bien, de le dire au monde que ceux qui créent la merveille, ce sont ceux qui ont créé, c'est vrai, le pétrole, puis tout ça, là, les sacripants. Mais en même temps, c'est ça qui fait cette merveille-là. Alors, il y a de l'espoir là-dedans. Aussi, juste une petite affaire amusante, peut-être un mot de la fin. On en veut beaucoup au monde contemporain et à sa pollution, et on a raison d'en vouloir, que c'est épouvantablement, c'est scandaleux. En même temps, à ne pas oublier pour remettre les choses en place et en perspective. Avez-vous déjà pensé que si ça n'était pas pollué,
que personne d'entre vous ici ne seriez là. Moi y compris. Ça aurait voulu dire qu'il n'y aurait pas eu cette espèce d'explosion en Angleterre, qui a été l'industrialisation. L'industrialisation, ça a été fou, ça a été une explosion comme l'histoire n'en avait jamais connu. Jamais ça ne s'était fait en si peu de temps. Et le ciel était devenu noir de suie. C'est rien la pollution de maintenant à côté de ce que c'était du temps de Charles Dickens. Il faut lire Charles Dickens. Hein? C'était noir de suie le ciel de l'Angleterre, de Londres, à cette époque. S'il n'y avait pas eu cette pollution-là, s'il n'y avait pas eu ces changements-là, bien entendu, il n'y aurait pas eu l'abondance qu'il y a eu dans tous les pays dans toute l'Europe, en Amérique. La même chose pour l'Amérique. Si ça n'avait pas marché, tous les fourneaux, etc., l'acier Carnegie, hein, la révolution de l'acier, eh bien, ça aurait changé complètement l'air que nous respirons. Et souvenez-vous du spermatozoïde, qui est dans l'infiniment petit. L'air qu'auraient respiré vos arrière-grands-parents aurait été tout à fait différent. L'eau qu'ils auraient bu aurait été totalement différente. C'est bien sûr qu'ils n'auraient pas conçu vos parents. Ils en auraient conçu d'autres. Puis c'est bien sûr que vos parents n'existaient pas, bien vous autres, où est-ce que vous seriez? C'est simple. C'est d'une logique, on pourrait dire, implacable. Donc, c'est là, c'est passé. Ça s'est, soi-disant, selon nos façons de voir, puis je pense qu'elles sont justes, mal passé. Ça se passe toujours mal, mais un instant, on est là, on a quelque chose dans la tête, on a quelque chose ici, on va tout simplement changer ça. On va tout simplement travailler fort, se donner des coups de pied dans le cul, donner des coups de pied dans le cul à certaines personnes qui nous dirigent, et puis, on va gagner ça. Peut-être qu'on va gagner ça comme la révolution égyptienne. J'espère. Peut-être que ça va changer demain matin. Peut-être que demain matin, tout ça va être revenu en question. Mais pour moi, c'est de toute beauté. Ça vient de se passer. Et hey, je vous remercie de cette patience incroyable que vous avez eue, parce que vous vous attendiez à ce que ce soit tout à fait différent. Vous n'avez rien parlé de ce qui vous intéressait. Toutes sortes d'autres affaires. Vous avez été d'une gentillesse extrême. Et en ce moment, alors c'est donc la dernière fois qu'on se respire et qu'on se voit tous ensemble. Ça fait flower power, hein? Ça fait... Ben oui. Moi, je suis pas né dans le flower power. Je suis né dans l'opposé. C'est pas pour rien que je vous parle comme ça. Je suis né dans un univers passablement concentrationnel, assez semblable au régime soviétique. C'était pas le même genre de personnes qui avaient tort. C'est tout ce qui changeait. N'oubliez jamais... Ah oui, alors, hey, juste une petite vite, OK? Faites bien attention de bien dormir, hein? Et quand vous êtes, essayez de prendre au moins un bain dans de l'eau tiède, de l'eau chaude par semaine, juste pour vous rendre compte un peu de qui vous êtes. Sans livre, sans écouter quoi que ce soit, sans iPod, sans personne qui vient vous déranger, sans travailler, sans rien, pendant le plus longtemps possible, si possible une demi-heure. Ça va vous porter fruit, c'est écœurant. Mais alors, vite, c'est qu'on nous disait, vous savez qu'on nous disait que quand on se masturbait, moi j'ai vécu toute mon enfance, c'est pour ça que j'étais avec des parents très intelligents. Les prêtres qui étaient à l'école, tout le monde était très intelligent. Quand on se masturbait, on faisait un péché mortel. Que si on se couchait en état de péché, on allait direct en enfer. Il n'y avait plus d'espoir. On y allait pour l'éternité, si bien qu'il y avait une prière que je disais, qui était prévenez-nous de la mort subite. Mes deux fils qui sont médecins, ils disent
Et c'est la plus belle mort qu'il n'y a pas. Eh oui. Prévenez-nous de la mort subite, parce que la mort subite, c'est en état de péché mortel. Or, j'ai été en état de péché mortel pendant très, très longtemps. Il fallait absolument que je me confesse à part. Mais je me masturbais très, 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 très souvent. Et j'osais pas aller me confesser parce que le prêtre, il me connaissait à ma paroisse. Puis je n'allais pas dans une autre paroisse. Puis au collège, les prêtres, quand ça a été le collège, bon, ben les prêtres à partir de 12 ans, ils me connaissaient. J'osais pas me confesser. Je rougissais. J'étais un bon catholique. Je voulais aller au paradis. Puis... Et alors, j'attendais à Pâques. Et c'était un enfer. Et le lendemain de Pâques, évidemment, on était confessé, j'avais communié, parce que si tu faisais pas tes Pâques, là, tu n'étais même plus un catholique. Alors là, je me sentais comme un ange. Et puis 4 jours après, je retombais dans le péché. Ah! L'éternité! Alors, et c'est là-dessus que je le finis. Et ça, quand vous penserez à vos grands-parents, puis etc., puis des gens de mon âge qui disent des bêtises, comme j'en dis en ce moment, eh bien, dites-vous bien, pauvres autres, Chris, pauvres autres! Le monde d'aujourd'hui, mais c'est le paradis à côté de ce qu'on a connu. Et vraiment, puis je ne suis pas le seul à le dire, hein, en tout cas. Les révisionnistes là, qui disent que vous savez, la grande noirceur, ça n'existait pas. C'est vrai qu'au point de vue politique, Duplessis est quelqu'un de très paradoxal. C'est vrai qu'il a mis le pied dans la porte pour la première fois qu'on a reçu un impôt, l'impôt qui était provincial. C'est vrai, il y a toutes sortes d'arrivées. Je l'ai joué, Duplessis, alors je le sais. Mais attention, c'était la censure. Puis Jacques Godbout, puis bien d'autres disent, attention, ces gens-là oublient que la censure, lui, son livre, des livres absolument inoffensifs étaient refusés par les éditeurs, par Jacques Hébert, qui n'était pas n'importe qui, et qui refusait parce que non, Jacques, je vais me faire couper, ils vont venir me le chercher les livres. C'est épouvantable. C'est la charia, hein? C'est épouvantable. Alors donc, or, l'éternité, à quoi on était dû si on avait fait un petit péché mortel, avant de se coucher puis qu'on mourait dans la nuit, l'éternité, c'était, et je vous quitte là-dessus, c'était, comme une religieuse nous l'a dit en première année, à des petits-enfants de 7 ans, de 6 ans, de 7 ans. Vous prenez la plus haute montagne du monde, mais là, c'est 100 fois l'Everest. Vous prenez un petit oiseau, tout petit oiseau, infiniment plus petit qu'un oiseau-mouche qu'on voit à peine. Et une fois par 1000 ans, le petit oiseau, il effleure de son aile la plus haute montagne du monde, 100 fois comme l'Everest. Il effleure une fois tous les 1000 ans. Eh bien, quand la plus haute montagne a été par l'effleurement de l'aile une fois tous les 1000 ans réduite au ras du sol, l'éternité n'a pas encore commencé. Et vous y brûlez dans vos parties les plus intimes. Au revoir, mesdames. Je vous ai demandé au début de parler de créativité et de petites flammes. Je pense que vous l'avez fait bellement tout au long. Ben, c'est pour ça que je ne voulais pas relever ça, parce que ça traitait pas. Des fois, ça traitait de ça.